manifestations massives qui nous ont mis dans la rue à cause de ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd a créé au sein des Nations Unies elles-mêmes une interrogation. Et une interrogation de peur. Je maintiens que c'est de la peur. Gilbert Wright, vous avez la parole. Aujourd'hui, nous ne supportons pas que ce soit nous, que ce soit nos enfants, mais surtout que ce soit Mounia qui s'est battue pour nous. Concernant Mumia, lorsque nous nous sommes retrouvés à Paris à la fin des années 90, c'est avec Julia Wright que nous avons dynamisé la mobilisation pour Mumia. Elle nous a informés, on était au tout début de l'Internet, et il fallait monter en puissance, en urgence, du fait des mandats d'exécution délivrés à l'encontre de Mumia. On a alors créé le premier site Internet noir en France, wassadougou.org, qui était hébergé chez Alterne, l'hébergeur qui à l'époque regroupait en France la quasi-totalité des sites véritablement militants. En France donc, c'était la première fois que des Noirs en toute liberté contrôlaient la diffusion électronique de l'information sur un dossier. Il y a des choses dont je ne parlerai pas ici pour protéger des personnes qui sont courageuses. Ils en sauraient plus. Mais oui, nous préparons des mobilisations. Lorsque j'ai été invité à parler au nom de Mumia, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est le temps qu'il a passé en prison. Combien d'années lui ont été volées en prison, ainsi qu'à sa communauté et ses proches. Depuis 40 ans, notamment depuis 1981, il est en prison. Il a été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Quand dans un groupe dominé par des gens malhonnêtes, il y a quelques éléments honnêtes, ils deviennent vite gênants et ils sont expulsés du groupe. Et quand il s'agit de policiers, si des policiers ne marchent pas dans les combines de leurs collègues ripoux, leur vie est automatiquement en danger. Sur le dossier Mumia, tout est limpide. Le policier Faulkner, c'était l'homme à abattre pour les policiers, et en accusant Mumia, les policiers ripoux ont fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire l'élimination d'un militant et l'élimination d'un collègue encombrant. Pour ceux qui ne le sauraient pas, par son travail journalistique, Mumia a largement contribué à faire éclater le scandale des exactions et de la corruption policière dans la ville de Philadelphie. Et au moment du procès de Mumia à Philadelphie, Philadelphie, c'est une ville où 1200 bavures policières ont été enregistrées. Et où il y a plus de 300 condamnations par les tribunaux de la ville qui ont dû être annulées parce que on est arrivé à démontrer que la police avait fabriqué des preuves. Et dans le cas Mumia, c'est énorme parce que quelques mois auparavant, le procureur Edward Rendell, qui est donc en train de réclamer à corps et à cri la peine de mort contre Mumia, Edward Rendell a été personnellement reconnu coupable de ce qu'ils appellent témoignage trompeur dans une affaire dans laquelle il a fait accuser de meurtre un individu qu'il savait être innocent. Pour ceux qui veulent voir la référence, c'est en juillet 81, ça s'appelle Commonwealth of Pennsylvania contre William Kern Hallowell. C'est cette affaire-là. On est passé du lynchage des Noirs dans les rues, dans la place publique aux États-Unis, au lynchage judiciaire des Noirs.
La sélection des jurés débute le lundi 7 juin 1982. Cette seule phase de sélection des jurés dans un procès de ce type peut couramment durer plus d'un mois. Ce ne sera pas le cas ici, et ce pour deux raisons. D'une part, le juge Szabó, connu pour sa justice expéditive, est décidé à boucler le procès avant le week-end du 4 juillet, qui correspond à la fête de l'indépendance et au début des vacances. D'autre part, la conduite de l'interrogation des jurés potentiels par Mumia met d'emblée sur la sellette la suprématie blanche. Sur les 35 policiers mentionnés dans le dossier Mumia, la moitié, dont beaucoup de hauts gradés, ont été poursuivis et pour certains radiés de la police. Pour raquettes et violences et implications directes dans les affaires de prostitution, de drogue et de jeu, mais également pour fabrication de preuves, subordination de témoins, emprisonnement arbitraire. Même plusieurs, en dépit de leurs exactions, ont pu négocier leur maintien en poste en échange de la fourniture de preuves qui ont permis d'inculper certains de leurs collègues. Pour tout cela, en 1982, l'heure de la vengeance a sonné. En tant que journaliste, il avait dénoncé à plusieurs reprises les violences policières, les meurtres commis par des policiers sur des afrodescendants, juste parce que c'était des afrodescendants. Et de ce fait, il a été la bête à abattre. 4 décennies plus tard, Mumia Abu-Jamal demeure emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et les meurtres racistes qu'il dénonçait dans les années 1970 se sont multipliés à cause de l'impunité qui les recouvre. Il vaut la peine dans l'affaire Mumia, de relire, en fait, les témoignages de première main. Quant à ce qui s'est passé le 9 décembre 81, parce qu'il y a eu un certain nombre de témoins. Ce qu'on sait, c'est que les policiers sont efforcés d'achever Mumia en lui frappant la tête. D'abord, ils l'ont frappé, ils ont pris ses locks et ils lui frappaient la tête. Il avait quand même le poumon perforé, il lui frappait la tête contre un poteau. Ça n'a pas suffi. Quand ils l'ont monté dans le fourgon de police pour finalement l'amener à l'hôpital, ils ont essayé de lui fracasser encore le crâne avec un poste radio qui était dans le fourgon. Donc, il avait les cicatrices et tout. Quand il est arrivé, ils l'ont jeté comme un sac sur le sol gelé de l'hôpital. Bien évidemment, Mumia était en quasi-coma, dans l'incapacité de parler, sans doute, avec un poumon perforé rempli de sang. Ce dont d'ailleurs atteste le médecin qui l'a réceptionné, et ce qui, bien évidemment, contredit ce qui était l'élément clé, en fait, du dossier, c'est-à-dire que les policiers racontaient que Mumia avait revendiqué en vitupérant avec fierté, avec virulence, que oui, j'ai buté Faulkner. Donc, ce qui n'a aucun sens. Combien de fois vont-ils essayer de le tuer? Ils ont essayé de le tuer ce soir-là dans la rue. Ils ont essayé de le tuer par injection létale. Ils ont essayé de le tuer quand il a eu son hépatite C. Et aujourd'hui, ils ont essayé de le finish him off, de l'achever. Un appel à intensifier notre solidarité dans la lutte pour la libération immédiate des prisonniers politiques historiques des USA, qui font partie de notre avant-garde et sont aujourd'hui les plus vieux prisonniers politiques du monde. Ici même, à Paris, en 1978, lors d'une interview au journal Le Matin, Andrew Young, un proche du révérend Martin Luther King et en même temps le premier ambassadeur africain-américain des USA auprès des Nations Unies, indique qu'il y a des centaines, peut-être même des milliers de prisonniers politiques dans les prisons américaines. Évidemment, c'était l'époque de l'administration Carter, évidemment il a été licencié sur le champ. Bon, il le savait en le faisant, c'est pas, voilà, quoi, on prend ses responsabilités. Mais il pensait qu'il fallait absolument faire rompre le silence. Rompre le silence. Il est immédiatement limogé, mais il a pu faire passer le message. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'urgence sanitaire où, sans soin, ces prisonniers âgés meurent dans les prisons US. Et parmi les plus emblématiques de ces prisonniers politiques, le journaliste Mumia Abu-Jamal,
Abu Jamal, lui, c'est carrément un survivant de la génération précédente. Mais vous savez, il y en a quelques-uns comme ça, parmi les fondateurs de la première génération des militants du Black Panther Party, qui sont encore en prison plus d'un demi-siècle après, et qui sont debout comme Mumia. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à leur briser le mental en dépit de ce qu'on appelle le maximum security, c'est-à-dire le couloir de la mort, où vous êtes en confinement total. C'est la réclusion individuelle à vie. C'est l'enfer sur Terre. Eh bien, il y a des Africains de la résistance dans notre diaspora qui ont tenu tête à ce calvaire individuellement depuis plus de 50 ans. Si la vie des Noirs comptait réellement, cela voudrait dire que la vie de Mumia et son héritage devraient avoir une importance, et la cause pour laquelle il a sacrifié sa vie devrait avoir elle aussi de l'importance. Il y a un peu plus d'un an, Vivolé a lancé une pétition pour soutenir Colin Kaepernick, qui s'est vu menacé de mort après avoir pris position pour la libération de Mumia Abu Jamal, incarcéré depuis 40 ans, que nous avons appelé « Libérons Mumia Abu Jamal ». Le moment pour nous, c'est seize the time. Le moment, c'est maintenant. Absolument. Parce que la mort de George Floyd a renversé l'équilibre. Ces engagements sont liés car c'est le même crime contre la même communauté qui se répète sur plusieurs siècles. Et les violences policières sont la partie visible des crimes commis quotidiennement par des États contre les personnes d'ascendance africaine. Je m'inscris totalement dans la continuité du combat mené par les Black Panthers et par Mumia Abu Jamal. Avant la fin de la décennie des personnes d'ascendance africaine en 2024, une 4e conférence mondiale doit avoir lieu contre le racisme. Je vais maintenant exposer notre proposition d'action. Nous avons ce mois-ci adressé à la rapporteure spéciale aux Nations Unies sur le racisme et la xénophobie une lettre lui suggérant la tenue d'une 4e conférence mondiale contre le racisme et la xénophobie, dont nous souhaitons qu'elle se tienne avant la fin de la décennie des personnes d'ascendance africaine qui s'achève en 2024. Et dans ce courrier que nous mettons à votre disposition, nous avons nommément indiqué le cas de Mumia. Des chaînes qu'on a mises aux pieds et aux mains de Mumia à l'hôpital, alors qu'il n'arrivait pas à respirer, qu'on le drainait en diurèse de 20 litres de fluide en surplus qu'il avait accumulé, et que sa peau le démangeait tellement intensément qu'il disait qu'elle était en feu et qu'il ne pouvait pas la toucher ni la gratter parce qu'il était menotté, nous a renvoyés à beaucoup de choses. Quel lien nous faisons entre réparation et libération de Mumia? Eh bien pour nous la réparation c'est ça, recouvrer le contrôle sur notre pensée et sur nos actions, élargir le périmètre de notre conscience, recouvrer notre capacité à instituer notre paradigme dans l'espace où nous vivons. Notre action, comme celle de la plupart des militants, y compris Mouv et Mumia, et avant eux les Black Panthers et d'autres, s'inscrit donc dans cette pratique de la réparation. Une interrogation. Et une interrogation de peur. Je maintiens que c'est de la peur.